Moi c'est Alan, membre de la jeunesse autochtone de Guyane. Et ce que je tiens à dire, c'est que le mouvement social de mars-avril dernier a prouvé que la population guyanaise était capable de se réunir. Donc aujourd'hui, on demande simplement à ce que cette population-là puisse suivre et dire haut et fort non, non, on n'en veut pas de ce projet et que de toute façon, elle n'est pas pour la Guyane. Elle n'est pas pour la Guyane, les bénéfices n'iront jamais pour la Guyane. Les miettes, on en a assez, ça perdure depuis le commencement de cette histoire guyanaise. Donc il faut que le peuple guyanais puisse s'affirmer haut et fort. Tout le monde le dit, c'est non, niet, et il faudrait que ça puisse converger à cette unité. 750 emplois pour une population de près de 300 000 habitants, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est même pas envisageable. Et puis 1% des bénéfices pour la CTG, c'est quoi? Alors en fait, le Guyanais n'est bon qu'à ça, à récolter tout simplement les miettes de la part du gâteau. C'est pas possible. Il faut que les juridictions puissent donner un peu plus d'autonomie à la Guyane parce qu'elle a besoin, parce que les infrastructures, elles sont détériorées, elles sont arriérées. Il faut des choses nouvelles pour que cette Guyane puisse vraiment décoller. Mais écoutez, la Guyane, elle est française, elle est européenne, mais en fait, elle n'a rien de tout ça. Hormis avoir la carte d'identité ou le passeport français, il n'y a rien de français en Guyane. Il faut savoir que la santé, le secteur de la santé, elle est complètement détérioré. Les hôpitaux ne répondent même plus aux normes. En termes d'éducation, n'en parlons même pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie simplement de perfuser une éducation qui est lamentable. Elle est vraiment lamentable. Comme on peut dire que sur le Haut-Maroni vers Taluène, il n'y a même pas un collège, il n'y a pas d'infrastructure, il y a simplement un petit dispensaire pour pouvoir faire quoi? Juste quelques piqûres. C'est pas normal. C'est pas normal pour un département de cette envergure, avec tout ça de richesse. Il faudrait qu'elle soit un pôle d'excellence dans tous les termes, dans tous les domaines plutôt. Éducation, santé, sociale, il y a plein d'affaires. La biodiversité là-bas, elle est plus que numéro une. Il n'y a pas un secteur où justement on peut vraiment se dire, bon, celle-là, on est fier de le mettre en avant. Et en fait, il faut pouvoir inverser la courbe. Pour les peuples autochtones en eux-mêmes, l'éducation, elle est comme qui dirait défaillante. Sur le Haut-Maroni, on ne peut pas me dire qu'il y a énormément de populations qui ne sont pas scolarisées, qui n'ont pas des infrastructures dignes de ce nom, ne serait-ce qu'en termes d'eau potable, ne serait-ce que de services sanitaires. Il y a matière à dire et il y a matière aussi à pousser un grand coup de gueule. Parce que l'éducation, comme je l'ai dit, je le répète, elle est plus que défaillante en Guyane. Et ça, on parle du Haut-Maroni, mais sur le Haut-Yapok, c'est la même chose. Sur le littoral également. C'est la réalité des choses. Alors pour nous, la culture bilingue, ce serait déjà une bonne avancée. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas nier que la Guyane est multiculturelle. Donc donner en avant un côté culturel à la population, donc à tous les jeunes, à tous ceux qui sont en manque de repères, parce que justement, il faut pouvoir affirmer aux jeunes que ils sont français effectivement, mais justement ils ont une culture, ils ont une richesse qui peuvent justement le faire exprimer. Ok, donc voilà, on est du mouvement Jeunesse autochtone de Guyane, qui est un réseau, un mouvement et une association. C'est composé de jeunes autochtones. Hein. Les autochtones, c'est les premiers habitants avant la colonisation européenne. Donc en Guyane, les Amérindiens. Et donc la jeunesse autochtone de Guyane regroupe les 6 nations. Et toute cette force vive en fait milite pour la reconnaissance de leurs droits et pour une amélioration des conditions de vie. Constitutionnellement, la France ne reconnaît qu'un seul peuple, c'est le peuple français, et donc ne reconnaît pas la présence et l'existence de peuples autochtones sur son territoire. En Guyane, plus spécifiquement, donc la France est propriétaire de 90% du territoire. Et puis donc voilà, enfin, la France ne reconnaît pas l'existence de peuples autochtones, donc ne nous reconnaît pas en tant que peuple souverain de ces terres. Hein, qui est la Guyane. Et puis voilà, elle a malgré tout signé la déclaration sur les droits des peuples autochtones qu'elle ne respecte pas d'ailleurs. Et puis voilà où on en est en termes juridiques. Voilà.
Malgré tout, il existe une convention, la convention 169 de l'OIT, qui pourrait en fait contraindre juridiquement l'État français à avoir plus de démarches dans ce sens-là, en termes de reconnaissance de droits et d'outils, enfin de mise en place d'outils qui permettraient d'améliorer voilà, les conditions actuelles. Déjà, le projet Montagne d'Or, qui est donc un projet de mine à ciel ouvert, qui serait la mine la plus grande sur le territoire français, si elle venait à voir le jour. Donc l'impact, il y a un impact environnemental, bien entendu. Il y a surtout un impact social, c'est-à-dire que ça va bouleverser en fait les populations locales, qu'elles soient amérindiennes, autochtones ou non. Hein. La mine ne ferait pas de différence. Et puis voilà, on a déjà le problème de l'orpaillage illégal, donc ramener un autre problème, ça fait trop. Et ce qu'on voit en fait dans les autres pays où il y a une grande mine soutenue par des multinationales, c'est qu'il y a développement des trafics, de divers trafics, que ce soit de drogue ou de prostitution, c'est-à-dire d'êtres humains. Donc c'est ça qu'on craint en fait de voir en Guyane. Et puis voilà, c'est plus ça qu'il faut pointer du doigt en fait. On est tous conscients de l'impact environnemental, mais de l'impact social, pas forcément. Donc je suis Ludovic de la jeunesse autochtone de Guyane, mouvement amérindien de Guyane française. Donc la jeunesse autochtone est composée de jeunes autochtones de Guyane. Un autochtone, donc c'est les premiers habitants de Guyane avant qu'il y ait colonisation européenne, donc les Amérindiens. Et donc on milite pour la reconnaissance de nos droits et pour une amélioration des conditions de vie. Donc la Guyane, donc, qui est un département français en termes voilà. Et donc la France ne reconnaît pas la présence et l'existence de peuples autochtones sur son territoire. Là, on peut dire qu'on est on est à la reconquête de nos terres en fait. On est à la reconquête de nos terres pour pouvoir y installer une économie, une éducation, une philosophie, et quand on invite les autres à y voir de plus près, ça peut les aider. Hein. On n'est plus dans une dynamique où on a besoin de la juridiction de l'autre parce que voilà quoi, les droits des peuples autochtones, c'est une innovation en termes en termes juridiques. On n'est plus dans cette démarche-là, on l'a fait. Maintenant, on veut parler d'égal à égal, quoi. Et c'est comme ça qu'on l'a vu en fait, en tout cas pour ceux qui sont en Guyane, et que on était prêts à se mobiliser. Sauf que on n'est pas nombreux, les États-Unis c'est quand même loin, et puis voilà. Et on regarde de près toutes les actions qui sont menées dans le monde, que ce soit actuellement en Nouvelle-Calédonie, il y a Macron qui s'est posé là. Et puis voilà, et puis d'ailleurs qui apparemment va visiter les grottes d'Ouvé alors que à Gossana, ils sont contre. Hein. C'est tout ça qu'on regarde de près. Il n'y a pas que les Amérindiens. Au Pérou, on regarde ce qui se passe, parce qu'il y a aussi des problèmes de mines. Il y a des tas de problèmes. Au Suriname, on regarde tout ça de près. Et justement, c'est ça l'idée aussi, c'est que on regarde aussi ce qui se passe en Afrique. Ça, c'est vrai. C'est des expériences qu'on prend de chacun, en fait. Parce que même si on est du même continent, par exemple, les Amérindiens, on est différents les uns des autres. Et rien qu'à voir en Guyane, on est différents les uns des autres. Ceux du littoral, ceux de l'intérieur, ceux du Maroni, ceux de l'Oyapock, voilà. Et d'ailleurs, on a tissé des liens avec des personnes qui ont participé à Standing Rock, c'est ça. Et donc, on est prêts, on est en contact. Mais avec aussi ceux du Canada. Ouais. Le même problème de suicide. Aline Archambault. Le rapport sur le suicide. Voilà. Qu'il en est aujourd'hui, est-ce que les 30 propositions finalement ont donné des résultats Déjà, il y en avait 17 qui étaient à mettre en place en urgence.
donc qui sont toujours à mettre en place en urgence. L'histoire des ILM. Ouais, les ILM, donc dans les accords de UN, justement, on a eu le doublement d'effectifs ou le triplement, je crois, des ILM. Les ILM, c'est les intervenants en langue maternelle. C'est ceux qui participent à l'éducation des enfants, hein, dans leur langue propre. Mais il n'y a pas que des langues autochtones, il y a aussi des langues bushinengue, des noirs marrons, des langues hmong et en brésilien. Donc il y a cette avancée. D'ailleurs, Aline Archimbaud, qui n'est plus elle était sénatrice, mais elle suit encore de près le dossier. Et c'est très compliqué parce que il faut à chaque fois ressortir des tiroirs tous ces rapports. Puis comme je dis, on n'est pas nombreux et il faut être sur tous les fronts en fait. C'est très compliqué à mettre en place tout ce truc. Et cette structure des ILM, après une façade, donc ils ont recruté des locaux pour alphabétiser à partir de 3 ans, je crois. Alors qu'on a beaucoup insisté à un moment donné pour que l'école, en tout cas chez les Amérindiens, soit à partir de 6 ans. Par exemple, la langue, le contexte je ne connais pas, mais pour les Caraïbes, il y a 3 systèmes linguistiques. Et l'apprentissage s'est fait jusqu'à 3 ans dans ce système, à partir de 4 ans et demi, 5 ans, un autre système. Et les adultes, on voit bien qu'ils parlent aux enfants, ils ne parlent pas de la même manière. Et après 6 ans, c'est là où il y a la faculté langagière complète de leur système. Or, ils mettent l'enfant à 3 ans pour apprendre le français, et il y a un problème à un moment donné, quand l'enfant aura 12, 13, 14 ans, on ne voit pas ça tout de suite. Mais il a un problème cognitif. Il n'est ni dans une langue, ni dans une autre langue. Mais ça, on n'a pas réussi. Hein. C'était horrible, on n'a pas réussi à faire ce blocage. Alors, pour le rapport, il y a le double du personnel, mais ils n'ont pas de formation. Ce sont des locuteurs de la langue, mais ils ne connaissent pas comment fonctionne la langue. Donc, apprendre à lire et écrire, on apprend l'alphabet, mais après, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de matériel. Donc, mais pour l'État, c'est déjà mis en place. Donc, il y a plein de façades tout le temps. Et ça revient quoi, à un fiasco. C'est ça, justement, il ne faut pas juste réfléchir à une école comme qui ont mis à IMAPO actuellement. Il faut vraiment une école biculturelle parce que, c'est-à-dire que là, justement, elle parle de formation, mais on peut avoir une formation dans notre culture, avec notre langue, et présenter cette culture-là dans l'école, par exemple. Et c'est là où il y aura une meilleure explication des choses, il y aura plus de richesse, en fait, que juste copier un programme extérieur. Donc, l'État français a signé la Déclaration des droits des peuples autochtones. Sauf l'accord 169 de l'ONU. Oui, mais justement, dans cette déclaration, c'est déclaratif certes, mais elle l'a signé. Et donc, l'État, normalement, doit respecter l'avis des populations autochtones sur des questions de type mandat indoor ou tout autre projet sur leur terre. Et puis, sauf que bien sûr, la France ne reconnaît pas d'autres peuples que le peuple français. Quelques mots à ce sujet-là. Enfin, en tout cas, voilà. Bon, c'était une autre génération, une autre façon de voir les choses. D'autres moyens aussi. Ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous actuellement on a, en fait. Ils faisaient partie des générations qui ont fait les Homéindiens, les pensionnats catholiques. Donc, font partie de cette génération-là qui ont été arrachés, déracinés, qui dès l'âge de 3 ans, ont été obligés de quitter leur famille. Voilà, quoi, ils font partie de cette génération-là. Nous, on a grandi chez nos parents. On a eu d'autres problèmes en face. On est quand même dans une époque où les jeunes sont un peu plus... s'affirment un peu plus, on va dire. En tout cas, affirment leur position. Et donc, c'est aller plus loin qu'à leur époque. Et même en parallèle,
disons qu'on critique plus tout ce qui est système éducatif, tout ce qui est système juridique, etc. Je veux dire, et ça rejoint presque tous les mouvements, hein. Aujourd'hui, les jeunes, ils critiquent de plus en plus l'idée même de république, l'idée de système éducatif. Et c'est en quoi on est différent. Et disons que je reviens au projet Montagne d'Or, parce que ça reflète vraiment, disons que ça reflète vraiment une époque où il n'y avait pas ça, ils n'avaient pas à mener ce type de combat-là dans leur génération en fait. Aujourd'hui, il y a des jeunes, hein, des moins jeunes, ça peut aller il y en a qui ont 15 ans, 15-17 ans, qui sont prêts à faire face en fait à des bulldozers, à des CRS, à des gendarmes, à des miniers, à des milices, voilà. C'est ça la différence, c'est le mode d'action et aussi la critique vers une citoyenneté française en fait. Voilà la différence. La jeunesse autochtone de Guyane, donc en fait, c'est la partie association hein, qui siège au Grand Conseil coutumier avec la FOAG, qui est la Fédération des organisations autochtones de Guyane. Et c'est les deux représentants associatifs à côté des chefs coutumiers. Et enfin, la jeunesse, hein, j'ai eu l'occasion de parler avec eux dernièrement. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération, ils ne se réfèrent qu'aux autorités coutumières en fait. C'est-à-dire qu'au-dessus de ça, il y a plus rien en fait. Il n'y a plus de volonté républicaine de se dire ouais bon il y a le président, il y a les ministres, après il y a non, il y a que le chef en fait qui est le référent, qui est décisionnaire de toute la vie autochtone. Et les deux associations sont juste là pour accompagner. Mais c'est toujours les autorités coutumières qui décident en fait. Et dans les autorités coutumières, il y a aussi bien les autochtones que les noirs marrons. Et là aussi, il faut s'accorder sur une bonne articulation. Voilà. C'est assez compliqué. Et à côté de ça, il y a deux experts en autochtonie qui sont choisis par l'État. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas suffisamment d'experts en autochtonie en tant que chef coutumier. Je ne sais pas s'il y a... Voilà. C'est pas un concept amérindien. Non, voilà. C'est aussi bien un outil. Ce sera un outil de travail parce que, bon, voilà. Mais il faudrait qu'on ne se perde pas dans tout ce qui est juridiction. Il ne faut pas avoir cette illusion-là que c'est la solution, bien sûr. Il ne faut pas avoir cette naïveté même, je dirais. C'est-à-dire que si l'État français autorise hein, la création de ce grand conseil coutumier, c'est que voilà, derrière, il y a déjà tous les outils nécessaires pour stopper certaines actions qui seraient, voilà,